bonjour à tous. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai donc mon collègue DGRH qui va être amené à intervenir sur d'autres enjeux, mais qui sont quand même en lien aussi avec toute la stratégie que met en place aujourd'hui le ministère. Juste pour vous dire un peu d'où je parle concernant la question de la donnée numérique à caractère personnel, parce que voilà, j'étais inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, et donc j'ai été amené il y a un peu plus d'un an à sortir un rapport sur les données numériques à caractère personnel. En tout cas, j'étais co-auteur d'un rapport sur les données numériques à caractère personnel au sein de l'éducation nationale. Et donc, c'est vrai que depuis, j'ai été nommé directeur de numérique pour l'éducation au sein de l'administration centrale. Mais c'est vrai que toute mon analyse, et en tout cas toute la stratégie que le ministre a été amené à porter sur la place de la donnée numérique à caractère personnel au sein de l'éducation nationale repose beaucoup sur cette question autour, en tout cas s'appuie beaucoup sur les recommandations du rapport tel qu'il a été amené, en tout cas toutes les préconisations telles qu'il a été amené à pouvoir porter dans le cadre du rapport. Alors, juste rappeler que le ministère quand même a une responsabilité très très forte aujourd'hui, hein, puisque concrètement nous sommes le ministère qui captons le plus de données de mineurs. Ne pas oublier ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes celui qui est amené à capter le plus de données de mineurs. Et donc notre responsabilité, je ne vais pas dire qu'elle est décuplée, ou en tout cas elle est démultipliée, mais nous avons une vraie responsabilité sur cette question de la place de la donnée de mineurs. Il y a aussi une forte diversité des données. Ça, je ne vais pas être amené à pouvoir vous redétailler l'ensemble des définitions de données, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut aller bien évidemment sur des données qui sont en lien avec le pilotage du système éducatif, en allant sur la donnée qui sont plus liées à des traces d'apprentissage, ou encore bien évidemment à des données statistiques. Vous savez à quel point aujourd'hui nous sommes amenés aussi à pouvoir utiliser l'ensemble de ces données statistiques à travers les évaluations telles qu'elles ont pu être portées récemment, en tout cas avec cette volonté de pouvoir introduire beaucoup plus massivement ces enjeux d'évaluation. Donc bien évidemment, à travers tout ça, on a une vraie diversité de la donnée, ce qui ne vient pas simplifier non plus justement cette valorisation de la donnée et cette capacité à pouvoir utiliser la donnée. Donc ça, c'est une autre dimension. Et il y a aussi une vraie diversité sur les formes de captation des données, c'est-à-dire là où on est aujourd'hui amené à pouvoir capter la donnée. Le premier qui est amené à capter de la donnée, c'est quand même l'enseignant. D'accord ? Et l'enseignant n'est pas responsable de traitement. Ce n'est pas une petite question dans le cadre de notre, du RGPD. L'enseignant n'est pas responsable de traitement, mais c'est lui qui capte la donnée. Et il n'a pas toujours la conscience de capter la donnée. Donc on se retrouve quand même dans une configuration où on a un vrai enjeu de sensibilisation par rapport à ça. Donc l'enseignant est quand même au cœur même de la problématique de la donnée, à ne pas oublier. Et derrière tout ça, vous avez aussi une diversité des acteurs qui est absolument, on ne va pas dire colossale, mais voilà, puisque quand on est amené à parler de données numériques à caractère personnel au sein de l'éducation nationale, je ne vous parle pas de la dimension administrative qui peut prendre beaucoup de formes, où vous avez beaucoup, voilà, on est quand même une administration très déconcentrée, hein, avec des autonomies réelles. Hein. Vous avez des rectorats qui ont une vraie autonomie. Là, je sortais d'une réunion au rectorat. J'en profite pour faire un peu, quand je me déplace, être amené à pouvoir là aussi travailler avec l'ensemble des équipes. Mais on voit bien que ces questions de données, elles sont aussi absolument essentielles, et comment on est amené à pouvoir les intégrer dans la diversité que se constitue aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale. Et au-delà de ça, c'est la relation avec l'ensemble de ses partenaires, des acteurs de l'éducation. Donc dans les acteurs de l'éducation, la relation aux collectivités territoriales. Vous savez qu'aujourd'hui, l'éducation voilà, est une responsabilité partagée avec les collectivités territoriales, en particulier sur tous les enjeux en matière d'infrastructures numériques, d'outils numériques mis à disposition des établissements. Et bien évidemment, les enjeux de données sont absolument essentiels aussi à travers ça. Quand par exemple je suis amené à dire la diversité des acteurs qui sont amenés à capter de la donnée, je ne sais pas si vous avez vu un peu à un moment donné cette polémique surgir sur ces bracelets qu'on était amené à mettre, en tout cas que les collectivités, en tout cas une collectivité territoriale était amenée à offrir aux élèves pour savoir à quel moment ils allaient monter dans leur bus.
dans le bus scolaire, pour savoir si les enfants n'étaient pas ou pas bien dans le bus scolaire. Voilà, donc là, bon, après je reviendrai sur cette question-là parce qu'elle est d'un autre ordre. On parlait d'éthique tout à l'heure, mais je viendrai là aussi reparler sur ces enjeux-là, puisque le bracelet était là pour pouvoir suivre l'élève et savoir s'il était monté ou pas, et de prévenir le parent si l'enfant était bien dans le bus. Bon, à savoir après si c'était réellement lui qui avait le bracelet, c'est une autre question, mais on pourrait y revenir dans le cadre même de ces questions-là. Mais c'était juste pour vous dire aussi à quel point aujourd'hui ces questions de données et la diversité des acteurs est réelle. Alors, vous savez aussi à quel point le ministre de l'Éducation nationale porte haut et fort les enjeux de la confiance et l'école de la confiance dans le cadre de toute la stratégie qu'il est amené à mettre en place. Et donc, toute la stratégie qu'il a été amené à pouvoir porter à la rentrée de septembre, en particulier à l'Université d'été du numérique éducatif, hein, qui a lieu tous les ans à Ludovia en Ariège, ça a été aussi de porter ce discours autour de la protection et de la valorisation. Ou autrement dit, discernement et ambition. C'est-à-dire qu'on peut avoir une double approche par rapport à ça, c'est-à-dire mais cet arc de mieux protéger pour mieux valoriser, c'est-à-dire voilà, d'intégrer la question de la protection. Aujourd'hui, on ne pourra pas utiliser la donnée si elle n'est pas bien protégée, et donc d'offrir tout le cadre nécessaire pour bien protéger la donnée, mais aussi être en capacité de la valoriser. Et ça, je ne vous cache pas que sur les questions et les enjeux de valorisation, c'est des enjeux aussi très très forts qui vont au-delà même voilà, des considérations voilà, purement juridiques. Voilà. Et discernement et ambition, c'est aussi un vrai enjeu de bien utiliser la donnée, ce pourquoi elle peut nous servir. Et donc d'être dans cette approche aussi telle que le préconise réellement le RGPD, hein, c'est-à-dire cet enjeu de minimisation, c'est-à-dire cette capacité à se dire il faut qu'on se repose à chaque fois la question de quel type de données nous avons besoin et à quoi elle va nous servir. C'est tout l'enjeu aussi de cette question du discernement, mais aussi de pouvoir porter une ambition, puisque à travers les enjeux de la donnée, on peut bien évidemment aussi l'intégrer dans un certain nombre de nouveaux outils, et ça j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors le RGPD, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est quoi voilà, et surtout pour la communauté éducative. Je ne vous cache pas que quand on a été amené à faire la mission voilà, ben on a été, voilà, on avait un peu de retard, on n'était pas les seuls, hein, mais concrètement, voilà, donc on s'est attelé à la tâche de pouvoir déployer le RGPD au sein de l'éducation nationale. Bien évidemment avec la nomination d'un DPD hein, qui a été nommé à la rentrée de septembre, la personne de Gilles Braun, je pense qu'un certain nombre de personnes le connaissent puisqu'il ça fait longtemps qu'il est amené à œuvrer aussi pour le numérique éducatif au sein de ce ministère. Et il a une très très bonne connaissance aussi des usages, et je pense qu'en ça c'est aussi une très bonne chose d'avoir un DPD qui a une bonne connaissance des usages du numérique. Et c'est vrai qu'à travers ça, on a été amené à nommer nos DPD académiques, responsabiliser, en tout cas faire prendre conscience à l'ensemble des responsables de traitement de leurs nouvelles responsabilités, ou en tout cas, c'est pas spécialement de leurs nouvelles responsabilités, parce qu'ils en avaient précédemment, mais ça, la CNIL est mieux placée pour le dire que moi, mais ils avaient déjà des responsabilités précédemment, ils étaient déjà responsables de traitement, en particulier les chefs d'établissement pour le secondaire et les DAZEN pour le premier degré. Voilà, c'était ces responsables de traitement étaient déjà identifiés, mais c'est vrai que la position, en tout cas le RGPD, vient réaffirmer leurs responsabilités et avec de nouvelles, en tout cas, modes de suivi de leurs responsabilités. Et en ça, je ne vais pas vous réexpliquer le RGPD, je pense que vous savez à peu près dans quel cadre ça s'inscrit. Et après, bien évidemment, des enjeux de formation très très forts. Là aussi, alors on a dans un premier temps privilégié la formation des responsables de traitement, mais on aura aussi un vrai travail sur la formation des enseignants, et ça s'intègre aussi dans le développement des compétences numériques des enseignements. L'enjeu pour nous de développer ces compétences numériques passe aussi bien évidemment par une meilleure compréhension de ce qu'on peut être amené à faire avec la donnée. Alors tout ça, ça s'inscrit aussi dans un cadre de confiance, d'accord, voilà. Et ce cadre de confiance, bien évidemment, le RGPD nous offre quelques éléments.
Mais voilà, on peut espérer aller un peu plus loin. Alors, on a des vraies discussions en ce moment qui ne sont pas encore totalement finalisées, mais dans les préconisations du rapport et en lien avec la CNIL, parce que c'était la CNIL qui nous avait soumis l'idée aussi, mais on avance progressivement sur la création d'un code de conduite. Il faut savoir que le RGPD permet un certain nombre d'outils, en tout cas d'ouvrir la palette des outils. Le code de conduite en fait partie. Le code de conduite est un peu une excroissance du RGPD qui permet pour un secteur d'activité de déterminer un certain nombre de règles spécifiques. Alors c'est plus complexe que ça parce que ça intègre aussi des responsabilités qui sont soit de l'ordre des acteurs de l'high-tech par exemple, voilà, donc comment eux-mêmes sont amenés à pouvoir positionner et à structurer aussi un code de conduite. Il y a plein d'éléments par rapport à ça. Mais on voit bien qu'on est amené à pouvoir essayer de construire ce code de conduite et ce cadre de confiance. On avait essayé dans un temps passé à créer une charte de confiance. Autant dire que cette charte de confiance, on n'a pas totalement réussi à la mettre en place parce que ça ne s'imposait pas à l'ensemble des acteurs. Nous n'avions pas les dimensions coercitives associées, par exemple, à un code de conduite. C'est tous ces éléments-là qui, aujourd'hui, doivent nous permettre de recréer un nouveau cadre de confiance. Et à travers ça, ça s'inscrit aussi pleinement dans cet enjeu de valorisation. Alors la valorisation, elle est pourquoi? Alors bien évidemment, on a tous en tête l'ensemble des enjeux de l'intelligence artificielle. Je vais pas revenir dessus. Vous êtes des spécialistes, en tout cas voilà, vous connaissez ces questions d'intelligence artificielle bien mieux que moi, mais on sait très bien que l'intelligence artificielle dans le domaine pédagogique demain va introduire les enjeux de différenciation des apprentissages, va être amené à pouvoir là aussi créer des parcours différenciés pour les élèves, des outils au service de l'évaluation, d'une évaluation permanente, bon, voilà, de prédiction aussi. Il y a plein d'éléments à prendre en compte à travers ça. Et moi, je parle plutôt de révolution numérique, des révolutions numériques, parce que la donnée, elle est aussi au cœur de ce qu'on va pouvoir être amené à utiliser dans le cadre de dispositifs de blockchain demain, parce que concrètement, dans le cadre de la blockchain, on réfléchit aujourd'hui, on est dans une expérimentation clairement en lien avec l'Europe sur des enjeux en matière de formation, de plateformes universelles qui nous permettraient de pouvoir travailler sur des open badges de formation pour l'ensemble de la communauté éducative. Il y a plein d'éléments que nous sommes amenés à travailler dans ce cadre-là. Il y a aussi, quand on est amené à parler de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, en tout cas, voilà, il y a des enjeux qui sont très fortement liés aussi à la donnée. Et donc on voit bien que dans toutes ces révolutions numériques, on a quand même une place prédominante de la donnée et qu'il faut bien évidemment l'intégrer. Il faut que l'école soit en capacité aussi de pouvoir intégrer, en tout cas donner de la place à l'ensemble de ces révolutions numériques. Donc ça, c'est un enjeu fort qui repose. Et ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire être aussi en capacité de pouvoir offrir les outils nécessaires à la normalisation de la captation de la donnée, à pouvoir savoir quel type de données, à travailler là aussi sur des enjeux d'interopérabilité. Donc c'est pour ça qu'on est amené à travailler, on a une convention avec le lauréat de Nancy pour pouvoir accompagner aussi la création d'un LRS national, voilà, en tout cas, qui devrait nous permettre demain de pouvoir recueillir l'ensemble des traces d'apprentissage et faire qu'on puisse s'inscrire aussi dans une vraie dynamique de valorisation. Mais quand on parle de cet enjeu de valorisation, par exemple, alors je regarde l'heure parce que voilà, quand on parle de cet enjeu de valorisation, on voit bien que même si on met en place l'ensemble des outils, si je reviens sur les enjeux d'évaluation tels qu'ils sont portés aujourd'hui dans une approche purement statistique, on sait très bien qu'on ne peut pas utiliser les données statistiques pour les intégrer dans un certain nombre d'outils au service des pédagogues. Voilà, c'est une question quand même centrale parce que nous sommes sur de la donnée statistique qui repose sur le secret statistique, qui a des visées soit de pilotage de politique publique, soit qui est amené à pouvoir
là aussi, voilà, évaluer à un instant T, mais qui n'offre pas une vision dynamique de la donnée. L'enjeu pour nous, c'est aussi d'offrir un cadre qui permette de pouvoir d'utiliser la donnée de façon dynamique, et ça, c'est aussi un enjeu absolument central pour nous. On est plus dans des enjeux d'expérimentation, et c'est pour ça aussi que dans la dynamique interministérielle telle que nous la pensons aujourd'hui en matière de valorisation de la donnée, on va être amené à nommer, ce qui n'est pas encore le cas, un administrateur ministériel des données qui fera le pendant du TPD, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir protéger d'un côté et à valoriser. Ça sera le rôle de l'administrateur ministériel des données demain. Donc ça, c'est des enjeux forts. Alors après, on ne peut pas s'inscrire non plus que dans une dimension purement juridique. Voilà. Le juridique peut nous apporter beaucoup de choses, mais il y a l'éthique, bien évidemment, qu'il faut prendre en compte. Et là aussi, dans les échanges qu'on a pu avoir dans le cadre de la mission, on a pu rencontrer un certain nombre d'acteurs qui travaillaient sur ces enjeux d'éthique, entre autres dans l'enseignement supérieur et auprès des établissements d'enseignement supérieur. Et donc, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il fallait qu'on se crée spécifiquement un comité d'éthique ou pas? Est-ce qu'il fallait qu'on fasse reposer tout ça sur un autre comité d'éthique? Puis on a fini par trancher en se disant qu'il fallait qu'on se crée un comité d'éthique. Voilà. Donc on va se créer un comité d'éthique sur l'ensemble des usages du numérique. Qui intègre bien évidemment les enjeux de données. Donc là, on est en train un peu de le constituer, mais c'est vrai que pour nous, c'est un enjeu fort. Le ministre l'a annoncé comme étant aussi une de ses priorités. Et ça doit nous permettre, là aussi, de créer le pendant, parce que bien évidemment, comme on parlait tout à l'heure des bracelets, mais les enjeux biométriques, par exemple, ne sont pas des petites questions. Vous pouvez être amené à respecter un certain nombre de règles dans le RGPD en utilisant le biométrique, mais par exemple, des établissements du sud-est de la France ont été amenés à déployer des portiques virtuels. Et donc, dans le cadre de ces portiques virtuels, est-ce que c'est pas bien aussi d'avoir quelqu'un qui est amené à être à l'entrée d'un établissement pour pouvoir jouer un rôle de médiation? C'est peut-être ce type de questions-là qu'on sera amené aussi à se poser à certains moments dans le cadre de ce comité d'éthique qui devra aussi repositionner vraiment les enjeux pédagogiques au cœur même des problématiques numériques telles que le ministère doit être amené à les porter. Et puis, il y a une autre dimension qui est aussi très forte, qu'on oublie des fois un petit peu, alors qu'on aborde très souvent sur le principe de l'hébergement, mais pas seulement, parce que concrètement, nous savons aussi que l'ensemble des acteurs et des grands acteurs sont amenés à pouvoir proposer des offres d'hébergement sur le territoire européen, que la question ne se pose plus réellement. Alors après, c'est plus compliqué que ça, et vous savez aussi que c'est plus compliqué que ça, parce qu'ils peuvent nous garantir des fois que la donnée, elle est hébergée sur le territoire européen, mais des fois, une partie de cette donnée peut être hébergée ailleurs que sur le territoire européen. Pardon, je suis en train de casser le matériel. Hop. Et donc là-dessus, c'est plus compliqué. La question de l'anonymisation aussi des données, qui est une autre question qui ne répond pas seulement à la problématique de la souveraineté, mais qui a un enjeu aussi fort. Quand je parle de souveraineté pédagogique, c'est aussi, là, vous donner un petit exemple, c'est qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 80% des données scolaires du secondaire qui ne sont pas gérées par le ministère de l'Éducation nationale, mais qui sont gérées par des structures privées. Qui sont aujourd'hui purement françaises, mais qui ont fait l'objet d'approches d'un certain nombre d'acteurs étrangers. Et je ne vous cache pas que ces questions de souveraineté pédagogique viennent vraiment nous interroger. En tout cas, c'est comme ça aussi qu'on a été amené à le poser dans le cadre du rapport qu'on a été amené à écrire, parce que voilà. Alors, si par exemple on prend cette approche de la souveraineté pédagogique autour de la donnée, il y avait, en tout cas, c'est ce qu'on appelle la loi Montebourg, décret Montebourg, qui correspondait aux actifs stratégiques qui ne pouvaient pas être cédés sans un accord étatique, on va dire. Voilà. L'éducation n'en fait pas partie.
Alors, on s'est réfléchi de savoir si l'éducation pouvait en faire partie. En fin de compte, elle ne peut pas en faire partie parce que c'est lié au traité de Maastricht où on avait identifié l'ensemble des actifs stratégiques. Donc là-dessus, il faut qu'on trouve un certain nombre d'autres moyens pour garantir cette souveraineté pédagogique parce qu'elle nous semble aussi absolument essentielle sur la question de la donnée. Et ce n'est pas non plus une petite question. Ensuite, la question de la donnée, c'est aussi à travers le développement des compétences numériques des élèves et des enseignants. C'est-à-dire, alors là, c'était un petit dessin. Pourquoi apprendre à coder? J'ai une minute, ok, je finis. Mais c'était plus dans la capacité à pouvoir faire que demain, on puisse réellement, là aussi, dans toutes les compétences numériques des élèves qu'on est amené à pouvoir proposer et qu'on intègre réellement cet enjeu de la donnée, cette éducation à la donnée, cette capacité aussi à pouvoir sensibiliser l'ensemble des acteurs, que ce soit bien évidemment les élèves, mais aussi les enseignants. Ça doit aussi s'intégrer bien évidemment dans des enjeux de programme. Quelle place pour la donnée dans l'ensemble des nouveaux programmes. Donc c'est des choses sur lesquelles on est amené à réfléchir, même si nous n'avons pas, et ça c'est des échanges que j'ai eu pas plus tard qu'hier, tous les leviers pour pouvoir influencer directement l'ensemble des programmes, voilà, parce que c'est plus complexe que ça aussi dans notre ministère sur la question même de, voilà, mais la question de l'éducation à la donnée doit constituer aussi un point d'ancrage très très fort au niveau des programmes, et ça doit bien évidemment aussi s'inscrire, et là je fais le parallèle par rapport à l'intervention qui va suivre, puisque je crois que vous allez être amené à pouvoir parler de la mise en place de ce CAPES d'informatique avec Édouard Geffray, qui est le DGRH. Mais ça s'inscrit bien évidemment aussi dans tous les enjeux de la réforme du lycée aujourd'hui, à travers ce qu'on est en train de mettre en place sur 1h30 en seconde, voilà, consacré quand même aux enjeux numériques, alors pas spécialement dédié à informatique, même s'il est beaucoup question d'informatique. Et par rapport à ça, je vous donne une petite anecdote, parce que je la trouve assez intéressante, parce que je ne l'avais pas cerné comme ça. Vous savez, quand dans le programme de seconde tel qu'il est proposé aujourd'hui, on privilégie un langage. On privilégie Python, d'accord, un langage informatique. Donc certains, on pourrait pu dire pourquoi privilégier un langage par rapport à un autre. Bon, on sait la place de Python aujourd'hui dans le cadre de voilà. Cependant, la semaine dernière, j'ai rencontré Texas Instruments, qui m'annonçait qu'il avait déjà intégré dans le cadre de ses calculettes scientifiques tous les dispositifs pour programmer en Python. Non, mais alors, ils ne l'ont pas encore fait, ils vont le faire pour la rentrée de septembre. Hein, mais ils m'ont montré les dispositifs, c'est-à-dire qu'ils vont, pour ceux qui ont déjà la Texas Instruments, alors je vous dirai laquelle, je ne sais pas, mais voilà, ils m'ont dit que Casio était sur la même dimension. Je vous avouerai, je découvrais le truc, mais d'offrir un certain nombre de choses qui permettraient d'accompagner aussi le déploiement de Python. Et ils avaient une approche... voilà, que je n'avais pas spécialement, en disant vous êtes un des premiers pays à inscrire dans vos programmes une préconisation en matière d'outils et de langage de code à mettre à disposition dans vos programmes. Et ça là-dessus, en disant les autres pays à l'international ne l'ont pas fait, et c'était dans une approche internationale, une dimension aussi intéressante à intégrer. Donc voilà un peu le panorama. Je vais laisser bien évidemment Édouard ensuite intervenir sur les autres enjeux en matière de formation et d'accompagnement du déploiement du CAPES et au-delà de ça, de l'ensemble de la formation des enseignants voilà, pour les enseignements de seconde et les enseignements de spécialité. Il est là. Salut. Salut Édouard, c'était Jean-Marc. Je te laisse la parole.